gens me connaissent, j'espère, n'est-ce pas? Alors, je suis Christina Chanmito, donc je suis senior lecturer en médias et communication à l'Université de Maurice, donc dans la faculté de sciences sociales et humaines. Donc, c'est une université qui offre une licence en journalisme et communication. Donc, on m'a demandé de faire 2 séances avec vous. Une première aujourd'hui sur la déontologie et le journalisme d'investigation climatique. Non pas que je sois expert en investigation climatique, mais je trouve que les fondamentaux sont les mêmes pour le journalisme d'investigation. Donc, on va faire un peu rappel, on va dire. Faire un peu rappel des fondamentaux. Donc, bien sûr, pour certains d'entre vous, ce sont des termes qui vous sont familiers, ce sont des concepts qui vous sont familiers. Allons le prendre comme un rappel parce que dans l'éducation, on dit qu'il faut toujours se remémorer des choses et les dire plusieurs fois pour que ça reste et que ça reste dans notre mémoire à long terme. Donc, soyez tolérants si ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et n'hésitez pas, bien sûr, à m'interrompre si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions aussi à faire. Elles sont tout à fait les bienvenues. Donc, alors, juste rapidement, comment va se dérouler cette présentation? Bien sûr, c'est très classique, je vous fais une petite introduction et une conclusion, et au milieu, il faut qu'il y ait, vous êtes des experts en la matière. Donc, on va couvrir les questions de principe éthique du journalisme et d'investigation climatique qui rejoignent les principes éthiques généraux du journalisme d'investigation. Je vais faire un petit zoom sur la rigueur de l'enquête, sur l'utilisation de sources fiables et sur la protection des sources dans les enquêtes sensibles. Donc, pour commencer, un petit graphique. Je ne sais pas si vous pouvez tous le lire. Alors, vous connaissez cette organisation, Afrobarometer? Donc, c'est une organisation qui fait des sondages chaque année, des collectes de données. Bien sûr, les instituts de sondage sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles ont une méthodologie qui peut se discuter, mais elles sont valables parce qu'elles donnent des indicateurs tout de même sur l'état des choses, en particulier sur l'état de la perception de certaines affaires qui nous concernent, qui sont d'intérêt public. Donc là, bon, c'est une version qui est en anglais, je ne sais pas si vous êtes anglophone, on va circuler bien sûr le document par la suite. Donc c'est un document qui date de 2024, qui était basé sur des sondages qui ont été faits dans 39 pays africains entre 2021 et 2023. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé avec ce sondage? C'est qu'ils ont trouvé que, en moyenne, sur 39 pays, plus de la moitié, 51%, des personnes interrogées disent que vous avez entendu parler du changement climatique. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est positif ou négatif? Quand c'est la moitié, c'est kiff-kiff. Ça veut dire qu'il y a une autre moitié qui n'en a pas entendu parler. Et parmi ceux qui en ont entendu parler, de quelle manière en ont-ils entendu parler? Jusqu'à quel point ont-ils obtenu une compréhension claire, complète, et surtout par rapport aux enjeux réels sur le terrain? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, 2 extrêmes, 22% des personnes en Tunisie ont déclaré qu'ils seulement avaient déclaré qu'ils connaissaient les enjeux de changement climatique, contre 80% aux Seychelles. Est-ce que ça correspond aux Seychelles, ceux qui viennent des Seychelles? 80% des Seychellois Seychellois interrogés disent avoir entendu parler de ce terme-là. C'est vrai. Qu'est-ce qui explique cela? Je trouve ça assez intéressant et ça m'interroge quelque part. C'est principalement, comme on avait partagé, il y a beaucoup de programmes qui se passent à la télé, à la radio et aussi dans les journaux qui parlent de ça, du changement climatique. Et aussi, Seychelles est l'endroit où toutes les conférences internationales se passent. Donc, ils viennent en vacances aussi. Mais oui, comme vous, là. Non, c'est mais c'est ça, il y a beaucoup de conférences. Donc il y a une grosse couverture par les médias, donc il y a une forme de prise de conscience des médias, et d'autre part il y a des l'événementiel, mais qui crée une certaine ambiguïté. C'est souvent ce qui sous-tend tout ce qui concerne les questions climatiques. Il y a une ambiguïté. On parle du changement climatique, on parle de préserver l'environnement, mais en même temps, parfois, on fait des choses qui ne sont pas totalement très claires. La télé nationale, mais
un des médias les plus vus tous les jours à la télévisée de la soirée. Et puis, Et ils en tous parlent les soirs, et c'est accessible le matin à la télé de nouveau, mais c'est vidéo, je pense. Et aussi sur YouTube, c'est là, donc il y a la majorité de ces Chinois se tournent vers la télé. Parce que la télé, contrairement à ce que vous disiez ici, est perçue comme étant plus indépendante que les médias partout en ligne. D'accord. Et ils en parlent beaucoup. Et ils en parlent beaucoup. Et puis il y a plein d'initiatives. Puis il y a le président qui va demander de l'argent pour aider les Seychelles à mieux protéger l'environnement, etc. Puis il y a des programmes à l'école. On fait des debt swap also, parce que notre environnement est tellement clean apparemment. D'accord. Donc vous vendez votre crédit carbone aux autres pays. Notre crédit carbone. Merci pour On ça. vend tout ce qui est vendable. rosy. Même les îles. Tout ce qui est négatif, on met sous le tapis. Merci. Alors, j'aimerais bien avoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu le point de vue des autres pays? Quel est le niveau de prise de conscience des enjeux liés au changement climatique dans vos pays respectifs? Les Comores. Les Comores. Par là. Je vois des regards. Oui, allez-y, madame. Je pense que la population de l'ensemble du pays est vraiment éveillée par rapport à cette situation. Il reste juste un problème que peu de moyens et aussi c'est la population la plus éveillée. Elle n'est pas vraiment sensibilisée au point de comprendre qu'il faudra une fois pour toutes qu'elle s'implique aussi justement pour avoir des résultats positifs durables. D'accord. Donc c'est ça vraiment le problème, mais à part ça, Tout le monde est impliqué dans ce sens. J'ai une prise de conscience. Est-ce qu'il y a des pays où vous avez la sensation qu'il n'y a pas ou très très peu de prise de conscience de les problématiques liées au changement? Maurice. Ah. Voilà, c'est bon. Je vais parler pour lui, Maurice, en connaissance de cause. Le 30 mars 2013, il y a eu ce qu'on appelle des flash floods. On a utilisé le terme flash flood pour la première fois à l'île Maurice en 2013, le 30 mars. Il y a eu 10 morts. C'est là qu'on a eu une prise de conscience, mais un mois plus tard, on a oublié les 10 personnes. Chaque année, il n'y a que des familles qui viennent déposer des gerbes à l'entrée du tunnel du pôle Nord. On a eu des inondations cette année, encore une fois, donc il faut à chaque fois avoir un problème, un cas spécifique, pour que les personnes se disent on a un problème. Mais un mois plus tard, les autorités ont nettoyé, ont déjà effacé toute trace de l'inondation. Par exemple, là, on est à la rue La Poudrière qui était là. La dernière fois, c'était en février, en janvier, juste après l'autorisation. Le niveau 2 était presque arrivé à hauteur du cinéma. Et un mois plus tard, on a tout lavé, on a déjà oublié. Donc ça reste très sporadique Voilà. donc, pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un manque d'éducation volontaire par rapport de la part des autorités? Est-ce que les médias... J'en parlais effectivement hier. Donc, moi, mon plus gros souci que j'ai, c'est les décideurs politiques qui s'en foutent. Ils sont venus pour le dos, mais ils s'en foutent. Et je pense que c'est aussi l'éducation, Voilà. les écoles, Voilà. l'histoire, parce que à l'époque, lorsqu'il y a eu ces inondations, on a été voir dans les archives, etc. On a été contacté, disons, la Société royale d'histoire naturelle ou les passionnés de météorologie. Vous voyez qu'à chaque 50 ans, depuis le 17e siècle, il y a ce problème qu'à l'époque, au 1700, je ne sais plus quand, il y avait des serres qui avaient été retrouvées sur les arbres avant de venir à l'ouest. Le problème est là. Ça arrive chaque 50 ou 100 ans. Et on ne règle pas le problème, on règle comme il n'y a les pas de symptômes. connaissance générale comme ici, il n'y a pas de Il suivi. n'y a pas de suivi. C'est la D'accord. Oui, volonté madame. politique. il ne faut pas se Vous voiler êtes la de face. quel pays? Moi, je suis de Maurice. De Maurice. Ah, excusez-moi. Oh là là. Carrel. Quelle grossière erreur de ma part. Donc, je disais, il ne faut pas se voiler la face. Il y a les Mauriciens aussi qui s'en foutent, qui Ouais. polluent continuellement. Donc, il faudra... Il y a un énorme travail d'éducation à la base à faire. Ouais. D'autres pays qui veulent partager? C'est encore Maurice là. Hein? Pardon pour les Mauriciens qui monopolisent la parole.
Dans l'édition. C'est ça, oui. C'est assez lent. Ouais, c'est assez lent. Le recueil est assez lent. Mais quand même, les gens sont aussi choisissent. Donc, si d'un côté, il y a ceux qui Un peu plus fort, s'il te plaît, on entend. Donc elle dit qu'il y a quand même des organisations, des personnes individuelles qui font beaucoup de choses. Bon, là, Et puis en général, je veux dire que il y a des programmes aussi dans les écoles. On voit dans les écoles qui sont peut-être pas dans les grandes villes, mais dans les petits villages, où on leur apprend à justement jeter leur bouteille en plastique dans une poubelle spécifique. allons se mettre d'accord. On va dire que dans le... Bon, puisque je suis assez familière du paysage mauricien, on va dire que il n'y a pas un... Il y a certainement des initiatives, il y a certainement une prise de conscience sporadique, surtout dictée par des événements de crise, mais il n'y a pas de planning cohérent sur une base nationale qui permettrait de toucher toutes les composantes de la population. C'est un problème majeur que nous avons en termes de planification. Nous avons beau avoir l'air d'être un pays très structuré, très planifié, mais en dessous, si on gratte en dessous de la surface, il y a un énorme souci de planning cohérent, ça c'est clair et certain, et de coordination aussi, parce qu'il y a parfois une sensation qu'il y a une concurrence entre les ONG aussi. Ça c'est mon petit précaré, c'est le mien. À la limite, on veut bien que le problème perdure pour que, comme ça, on peut toujours avoir du business là-dedans. Si on l'a, pas pour tout le monde, bien sûr, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même aussi une réalité sur le terrain. Basta pour les Mauriciens, d'autres nationalités qui veulent partager leur expérience? Oui, madame. Vous avez lequel? Madagascar. Madagascar. Chez nous, en fait, c'est très. Je dirais que c'est quand même assez mitigé. Mais il y a une certaine prise de conscience très légère, mais pour le grand public, c'est pas le travail de corps. Donc c'est assez similaire à Maurice dans ce sens-là. Dans ce sens-là, peut-être, mais déjà, Maurice est plus propre que chez nous. Ah. Comme quoi tout est relatif. Hein. Donc, en tant que Mauricien, on a toujours la sensation qu'on vit dans un pays très sale. Mais c'est vrai que quand on va ailleurs, on voit plus sale ou plus propre, dépendant de où on va. Donc tout est relatif. Mais on peut toujours faire mieux. Et ça doit être l'objectif. Justement. Et du coup, chez nous, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, en tant que journalistes, on a essayé d'avoir vraiment ce média qui se dédie à cette cause environnementale. Parce qu'on a des pertes. Chaque année, on perd des tas, des superficies énormes de forêt dues à une pratique, le TAF qui est très bien connu, mais on a beau conscientiser les gens, ça revient toujours, presque toujours à la même période et de plus en plus intense. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je ne dis pas que les politiques ne font rien, parce que ça bouge quand même, des politiques, mais en termes de, je dirais, il faut un peu plus de pragmatisme. Et c'est ce qui manque. D'accord. Donc des solutions qui viennent par le bas aussi. Oui, justement. Après, parce que parfois on impose des solutions d'en haut et puis là les gens d'en bas, ils sont pas. Ça correspond pas à leur réalité. Il y a les ressources humaines qui sont insuffisantes. On a genre un garde forestier pour 5000 hectares, c'est pas évident. Qui peut faire? Qui peut faire? C'est impossible. Ouais. Donc là il faut innover par exemple avec la technologie. Tout à fait. Bien sûr, il faut mettre les moyens dans un premier temps, mais sur le long terme. Mais sur l'éducation aussi, ça c'est très important. Je dis pas que pour moi c'est pas le rôle des journalistes d'éduquer. Ouais. Mais il y a quand même, chacun peut apporter sa part, son engagement, informer, déjà c'est beaucoup. Leur faire comprendre que voilà les enjeux de ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Donc il y a l'éducation, il y a la lutte contre la pauvreté. C'est très lié parce que force de ne rien avoir à manger, on se met à piller les aires protégées. Bien sûr. Bon, je vous rassure, informer, c'est aussi une forme d'éducation. Oui, le journaliste, c'est l'intellectuel de la cité qui informe au quotidien. Le chargé de cours dans son université ne s'adresse qu'à une trentaine d'étudiants ou une centaine d'étudiants chaque année, alors que le journaliste, il s'adresse à toute la population, potentiellement, si tant est que cette population peut bien l'écouter et consommer ce qui est produit par ces journalistes. Donc, voilà, ok, vous voyez qu'il y a un paysage très très contrasté, donc déjà prendre conscience de, pas
pas prendre conscience, mais prendre acte de ce niveau de conscience, faire un état de l'art, faire la situation, un bilan de la situation, c'est absolument fondamental. C'est ce qui nous permet par la suite de planifier qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour atteindre les objectifs majeurs qu'on s'est fixés. Donc, et bien sûr, ils ont constaté que c'était surtout dans les communautés qui sont moins éduquées, les rurales, et surtout aussi il y a une question de genre qui vient s'installer là-dessus. Donc il y a un déséquilibre de genre et donc eux ils sont désavantagés par rapport à la connaissance sur les enjeux climatiques. Autre statistique qu'ils ont proposée, c'est, encore une fois je dis c'est un sondage, ça veut dire que ce sont des chiffres qui sont complètement, parce que c'est un sondage, ça veut dire qu'on fait sur un échantillon de personnes et donc on extrapole ces informations. Mais ce sont quand même des indicateurs. Donc, autre statistique, 72% de ceux qui sont conscients du changement climatique disent que c'est en train d'avoir un impact hyper négatif sur leur vie. Au jour le jour, ils voient que leur vie se dégrade, leur qualité de vie se dégrade. Et parmi 34 sur les 39 pays qui ont été, sur lesquels ils ont fait ces sondages, la majorité de ceux qui avaient entendu parler du changement climatique disent que donc c'est en train de faire empirer la qualité de vie. Et à Madagascar, 91% des personnes ont déclaré cela. Donc c'est quand même assez dramatique. Ce qui rejoint ce que vous êtes en train de nous dépeindre, malgré vos efforts dans votre initiative ou les efforts de l'État. Donc ça paraît assez compliqué. Et l'enjeu, c'est que parfois on peut basculer dans le pessimisme et se dire à quoi ça sert. Parce qu'on est face à un monstre qui est compliqué à combattre. Mais bon, il y a des moyens, bien sûr. Alors, donc ça c'était juste en guise de pré-introduction. Ma vraie introduction, je vais vous parler un peu plus en amont du journalisme d'investigation. Donc, des questions. Qu'est-ce que le journalisme d'investigation? C'est quoi le journalisme d'investigation? Combien d'entre vous pratiquent du journalisme d'investigation? Ou ont pratiqué au moins une fois du journalisme d'investigation? Parce que je me rends bien compte que quand on est dans des petites rédactions, dans de petits pays, on ne peut pas nécessairement se permettre de se spécialiser dans le journalisme d'investigation. Donc, combien d'entre vous? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du journalisme d'investigation climatique sur les enjeux climatiques? Oui. Vous pouvez partager un peu votre expérience? Ça fait un dossier. Ça peut faire chez les vivants à Géographe. Donc j'étais partie sur le terrain, rencontrer les gens, présenter un peu de réalité à travers Maurice, la question des problèmes qu'on passe. Et aussi on a essayé d'avoir tous les autorités pour expliquer quels sont les méthodes pour prévoir le problème. Ce dossier-là, c'est privé. Félicitations. Ouais, j'ai eu un prix pour une publication. D'accord. Est-ce qu'il y avait une chose particulière qui avait été mise en avant, qui n'avait pas été, qui n'était pas évident auparavant? C'est un reportage dans les Galets, donc qui est très impacté par la montée des eaux chaque année. Donc on a pu exposer un peu les soucis dans cette industrie. D'accord. Donc c'est surtout sur les effets. D'accord. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Voilà. Oui. Oui. Quand j'étais journaliste, j'avais fait un papier sur une enquête sur Marchicose. Sur Marchicose. Marchicose, pour ceux qui ne savent pas, c'est L'unique site immense dans dépotoir à ciel ouvert, le plus grand, le seul et l'unique. Non, pas vraiment. Il y en a d'autres petits. Non, c'est l'unique. Il y a des centres de transfert. Les autres, ce sont des centres de transfert. Ok. Et le papier est venu dire ce qu'on sait déjà, oui, que le site est saturé depuis un bon bout de temps, depuis 10 ans, plus de 10 ans déjà. Mais le papier expliquait un peu l'origine même du site et puis tous les problèmes qui ont été causés par ce site d'enfouissement. Et puis il y avait aussi des applications techniques, etc. Et aussi des histoires de contrats. Voilà. alors ça m'intéresse. Justement, c'est souvent le nerf de la guerre dans une enquête journalistique, c'est de suivre, on dit en anglais, follow the money.
suivre les contrats, suivre qui sont ceux qui sont les acteurs, ceux qui bénéficient des contrats, qui sont ceux qui sont des intermédiaires aussi, un peu cachés parfois. Et est-ce qu'il y a des... Donc là, par rapport à... Même si on fait de l'investigation climatique, on peut avoir à faire de l'investigation financière. Il faut se mettre dans l'idée que c'est parfois nécessaire et essentiel. D'autres qui en ont fait aussi. Donc investigation tout court, journaliste d'investigation. Oui. Je crois en 2013, j'avais postulé pour une subvention d'une ONG indigène sur le secteur de la pêche de l'océan Indien. Je mettais en évidence comment ce sont des flottes de navires européens qui sont responsables de la sûreté de l'océan Indien. Alors que dans la perception locale, c'est plus les marins taïwanais, les bateaux chinois et voilà. taïwanais. Donc là, ce que j'expliquais, c'est un peu comment fonctionne le système, comment la pêche européenne est subventionnée, et que donc le fait que les navires mauriciens ne peuvent pas pêcher dans la concurrence de ces navires européens. Les chiffres aussi qui montrent que voilà comment en utilisant les DCP, spécifiques de concentration de poissons, ils accentuent le problème de surpêche, et aussi les rapports qui disent que, par exemple, sur certains sorties de pêche, les navires espagnols, français éteignaient leur radar pendant des mois, ce qui indique clairement que C'est lié aux enjeux climatiques aussi, parce que Oui. la surpêche, elle a un impact. justement, hier on en parlait. Pour moi, je préfère ne pas parler de ça comme un sujet de changement climatique, parce que pour moi, c'est noir et poisson. Ah, ok. Moi, c'est vraiment un système. Quand on va en Afrique, où les pays, les puissances étrangères exploitent les ressources d'un État, et donc attribuer cela au changement climatique, pour moi, c'est. Allez, allons le vendre devant, c'est peut-être pas nécessairement du journaliste d'investigation climatique, mais il est quand même lié, comme il est lié aussi à une question de post-colonialisme aussi. Oui, non, c'est de l'investigation dans la mesure où j'ai trouvé des éléments Ouais. Il y a très peu de journalistes à Maurice qui avaient fait ce travail de synthèse sur ce Ouais. dossier-là. Ouais. Donc, voilà. Yes. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ce papier que j'avais fait sur Marchibose. Par la suite, c'est devenu cas d'étude pour les étudiants d'abord à l'Université de Maurice. D'accord. Donc, excellent. Bravo aussi. Oui. Je voulais juste dire que quand on devient journaliste, on est censé être curieux. Ouais. On en parle pas. Oui, c'est pas Il faut d'abord être curieux et fouiller, etc. Parce qu'on a tendance à utiliser le mot journal d'investigation, créer comme si une clique. Parce que quand j'étais membre du Médiatrice ici, ben seuls les journalistes d'investigation obtenaient le prix Nicolas Lambert. le prix Nicolas Lambert. Bon. Donc à un moment donné, j'ai proposé qu'on voit des catégories Oui. par rapport au genre, par exemple, l'environnement, business, Gender. reportage, etc. Parce que à un moment donné, si vous Mettez dans des cases. allez, disons en arrière, vous allez voir que seuls ceux qui faisaient de l'investigation obtenaient un prix. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup qui font de l'investigation. Non, à l'époque. Ils sont spécialisés déjà. Disons il y a 10 ans. Ouais. Donc c'était plutôt genre enquête GIPN, etc. Et il faut encourager les journalistes à fouiller et aussi à avoir une méthodologie, parce que une enquête, ça peut prendre un mois, 2 semaines, 2 ans, 3 ans, etc. Et moi, je vais parler d'un sujet que j'ai fait aux Seychelles, parce que l'investigation n'est pas très encouragée. Il y avait cette histoire d'île d'Assomption, qui est l'une des îles d'Aldabra, qui est à côté d'Aldabra, qui est elle-même un site protégé. Donc, soudain, on a entendu dire il y a 1 an, on a entendu dire que le gouvernement projetait de créer un écologe à Assomption. Puis soudain, on entend dire que c'est un projet de 6 étoiles et que là, c'est une société qatari qui est derrière. Petit à petit, on a fouillé, on a vu que c'était la famille royale qui était derrière. Puis là, récemment, le patron de la société d'État
qui venait de prendre sa retraite, qui a été ciblé dans le cadre de la campagne électorale, pour un truc allégué. Donc j'ai saisi l'occasion pour l'interroger sur ce projet. Et là, il a révélé un truc assez gros. Il disait que la famille royale qatari voulait une île pour avoir une résidence. Mais comme la loi interdisait d'avoir une résidence, il a dit, je sais que plein de familles royales construisent un hôtel où ils peuvent passer 3 semaines, ce qui va aider à maintenir les coûts, etc. Et c'est comme ça que l'hôtel a été construit sur Assomption. C'est un truc assez gros quand on voit ce que fait la famille royale qatari dans le monde en ce moment. Comment elle exerce son influence. Et on a vu là récemment avec le Beach Soccer World Cup aux Seychelles, comme par hasard, un petit bandeau au stade. La famille royale qatari a sponsorisé l'événement. Ah, ok. Bah, oui, souvent c'est souvent un indicateur. On va voir qui sont les sponsors des événements et on voit quels sont les intérêts. Pourquoi est-ce qu'ils sponsorisent tel ou tel événement? Souvent, ils ont un intérêt spécifique dans ces affaires-là, qui est un peu à l'encontre même de ce propre événement. Oui, un petit détail que Vidia vient de me souligner. Donc, Seychelles avait été en hauteur. Le stade, il y avait le FIFA World Beach Soccer aux Seychelles, qui était très joli, mais le stade, c'était donné par les Qataris. Enfin, ils avaient un problème de financement, ils n'avaient pas assez de sous pour construire un stade. Et les Qataris ont décidé de donner un préfabriqué. Comme par hasard. Mais Comme par hasard. aussi, juste pour ajouter, Assomption était ici. Premièrement, c'était prévu d'être un base militaire pour les Indiens. Et c'est la fameuse île qui devait être Voilà. là. Ils se sont À repliés l'époque, chez Modi avait négocié avec Maurice. Maurice leur a donné dans 2 semaines. D'accord. Modi avait négocié avec les Seychelles et Maurice, voire Galega. Mais à l'époque, le président actuel des Seychelles était contre ce projet sur Assomption. Donc il est contre une base militaire dans cette région qui aurait pu protéger sa zone économique exclusive, mais il est pour l'hôtel là-bas. Mais le truc, c'est que quand vous avez la famille royale qui va être en vacances sur Assomption, qui est à côté des pirates somaliens, qui va les protéger? Il y aura des militaires qataris qui vont... Tout est souvent comme ça lié. En fait, c'est comme des fils d'Ariane qu'il faut dérouler. Et souvent, il n'y a pas qu'un fil, il y a plusieurs fils qu'il faut dérouler en même temps. Il y a des nœuds comme ça qu'il faut dérouler. Donc, évidemment, je suis assez d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont spécialisés uniquement dans le journalisme d'investigation climatique. C'est tout à fait logique, d'autant plus qu'on est dans des petits pays avec peu de moyens, avec des rédactions qui sont déjà mises à mal par rapport aux ressources dont elles disposent, par rapport aussi aux audiences qui sont hyper fragmentées avec les réseaux sociaux, avec tous les nouveaux acteurs qui débarquent sur Internet. Donc évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mais bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une pratique qu'on peut avoir, un exercice dans lequel on peut s'investir de temps en temps, en fonction bien sûr de l'actualité en cours. Donc, faire des enquêtes approfondies, c'est exactement ce dont vous avez parlé. L'idée, c'est d'aller chercher, bien sûr, des informations qui sont soit cachées volontairement, soit involontairement, soit, par exemple, par des entreprises ou des individus. Donc là, vous avez parlé d'une famille en particulier, une famille royale, mais qui ont soit fait du lobbying pour obtenir quelque chose, soit sont engagés dans des pratiques de corruption. Et là, quand je parle de corruption, il y a plusieurs niveaux de corruption. La corruption, elle va s'étaler de mettre de l'argent sur la table et graisser la patte des décideurs, mais aussi de manière indirecte par échange de bons procédés, de services, de bons services, que ce soit par rapport à une publicité dont on bénéficie, une visibilité, un accoquinement, on va prendre des photos ensemble en une inauguration, on va festoyer ensemble. Donc il y a des choses un peu indirectes qui peuvent se dérouler dans l'ombre du théâtre. Et ensuite, ça inclut aussi de mettre en lumière des conséquences qui ne sont pas visibles nécessairement à l'œil nu. Là, on parle des conséquences, c'est-à-dire on a pris une île, on l'a vendue carrément au plus offrant, et on peut se dire, écoutez, pour la population générale, ça n'a pas de gros impact direct. Peut-être que les autres Seychellois se disent, ça ne me concerne pas, mais ça peut les concerner
si par rapport à un potentiel qu'avait cette ville pour faire autre chose, par rapport à un pattern qui s'installe, où on va vendre petit à petit du terrain et qui va avoir un impact sur le prix moyen du foncier. Et donc l'accès au terrain, au foncier, pour l'individu lambda, le citoyen lambda. Donc ça peut avoir des conséquences dont on ne se rend pas compte directement, mais qu'il faut aussi pouvoir mettre en évidence. Parce que les gens, sinon ils sont déconnectés, ils se disent mais ça ne me concerne pas. Quand il y a la corruption en haut là, bon ben ils peuvent faire le petit cocotte, tant que moi j'arrive à aller à mon petit supermarché, je fais ma cuisine, je continue à avoir mon salaire tous les mois, ça marche, jusqu'au jour où je me rends compte que même si j'ai mon petit salaire, j'ai mon supermarché, mon caddie du supermarché qui est rempli, mais mon enfant, quand il veut se marier, il veut acheter un terrain, se construire une petite maison, ben ça devient beaucoup plus compliqué si le prix du foncier a doublé, triplé, quadruplé, quintuplé et tutti quanti, voire même plus parfois dans certains cas. Donc ça voudrait dire, donc on essaie de créer des liens entre tous ces concepts-là pour démontrer qu'il y a un impact, même si on pense a priori qu'il n'y a pas d'impact direct. Et donc quelque part, c'est mettre en lumière des connexions systémiques entre tous ces éléments-là, entre l'économie, le foncier, la nature, le climat. Si le climat il est impacté, on va déplacer des gens, ils ne vont pas pouvoir continuer à vivre à l'endroit où ils avaient l'habitude de vivre. Ils vont être déplacés dans des endroits qui sont moins favorables. Par exemple, l'année dernière, j'étais en Éthiopie, et là, on voit d'immenses bâtiments, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça se développe à une vitesse rapide, c'est extraordinaire ce pays. Et après, à côté, quand on roule un petit peu, on vous montre, attention, il y avait des gens qui habitaient là, ils ont été déportés dans cette espèce d'endroit-là où ils sont un peu entassés les uns sur les autres, où ils ont dû construire des cabanes. Donc on se dit, ils ont eu un endroit équivalent, mais en fait ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas de drain, quand il pleut c'est l'inondation, bien sûr on recommence à zéro, hein, même si on a eu des sous pour reconstruire sa maison, c'est pas nécessairement dans les mêmes conditions. Donc tout ça, ça voudrait dire qu'il faut, comme l'a bien dit Vel, ça peut prendre énormément de temps. Parfois les éléments vous tombent dans la main directement, soit parce que par accident ou bien volontairement, il y a des documents qui sont dans l'espace public et où il y a des éléments où ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en train de révéler des choses. Parfois, ce sont ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, donc les whistleblowers en anglais. Parfois, c'est aussi vous qui avez besoin d'aller chercher l'information. Mais en tout cas, de toute manière, il faut aller chercher l'information, mais c'est le point de départ. Donc ça, c'est une possibilité. Et une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le journalisme de solution. Vous en avez entendu parler, le Solutions Journalism. Il y a un réseau qui s'appelle Solutions Journalism Network. Je vous encourage à aller consulter. C'est gratuit, vous pouvez vous rejoindre à ce réseau-là. Il y a énormément de ressources pour apprendre comment faire du journalisme de solution. En sachant que, bien sûr, dans le temps, on disait un journaliste, c'est pas la même chose qu'un advocate. Parce que si vous êtes un advocate, ça veut dire que vous avez un intérêt particulier. Et on vous apprend toujours à l'école, à l'université, objectivité, impartialité, mettez de côté vos affinités, etc. Certainement, tout à fait. Mais sachant que l'objectivité pure, elle n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'objectivité pure existe? Non. Pourquoi elle n'existe pas? Biais sociologique. Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain, parce que il y a toujours, même si on essaie de se détacher, en fait l'idée c'est de pouvoir se détacher, on a toujours quand même un angle, une prise de position. Sauf que l'idée c'est de ne pas être dans une démarche où on veut guider la solution, on veut guider la lecture des événements, des faits, etc. etc. Où il faut faire bien sûr la distinction entre mon opinion personnelle et les faits. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un journaliste qu'on appelle de journaliste d'advocacy. Sachant que, je termine juste ma phrase, que l'idée c'est de dire, si je fais du journalisme, bon, madame me dit qu'elle a un média qui est consacré au changement climatique ou des enjeux environnementaux, donc c'est déclaré.
c'est dit de manière claire et honnête. Donc le lecteur, l'audience sait à quoi s'attendre. Donc il n'y a pas de risque caché. Oui, monsieur. Non, mais quand on dit l'humain, enfin, que l'objectivité pure n'existe pas. Donc le journaliste aussi, il ne peut pas être aussi objectif. Non, alors je reformule. Le journaliste doit tendre vers l'objectivité, mais l'objectivité pure dans la réalité n'existe pas. Il y a toujours des possibilités de voir un même événement de différents angles possibles. Par exemple, là, vous me regardez, il y en a qui voient mon profil droit, il y en a qui voient mon profil gauche, il y en a qui voient le petit défaut qu'il y a sur ma joue, il y en a qui voient que peut-être que je suis mal coiffée, il y en a qui voient, je sais pas, il y a un détail qui vous frappe. Vous avez toujours, c'est comme une caméra, vous avez un point sur lequel vous vous focalisez. Donc, vous faites une mise au point. Mais en réalité, mais bien sûr, c'est une réalité quand même tangible que vous constatez là. Vous vivez la même expérience. Il y a quelqu'un qui est là devant vous à vous embêter le matin alors que vous auriez pu être dans votre lit bien au chaud. Donc c'est une réalité, on est bien d'accord là-dessus. D'accord ? Sauf que cette réalité-là, elle peut être interprétée légèrement, de manière légèrement différente. C'est dans ce sens-là que je veux dire que l'objectivité pure n'existe pas. C'est-à-dire que je ne suis pas un robot, il y a quand même, vous avez des interprétations. Mais on va tendre vers une réalité, vers une objectivité, vers une vérité. Là, on rentre dans le domaine du philosophique, on va dire. Mais on est bien d'accord que les faits, ils ne peuvent pas être trompés. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les détruire. Et ça, on va l'aborder demain. Donc là, la question de l'exploration de solutions alternatives, donc le journaliste de solutions, c'est de dire, voilà, on a des problèmes. Essayons de, au lieu de juste dire, et c'est important de dire qu'il y a des problèmes, il y a du journaliste d'investigation pour dire qu'il y a des problèmes, mais aussi important d'avoir du journaliste qui met en œuvre, met là en lumière des solutions potentielles. C'est-à-dire, on va explorer quelles sont les alternatives. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et les évaluer de manière aussi pragmatique, parce que parfois, il y a des, comment dire, des petits compromis qu'on peut faire, mais quelle est la solution où il y a le moins de compromis négatifs à faire? Donc, entre plusieurs mots, choisir le moindre mal. Donc, et ça suppose, par exemple, d'avoir une démarche, d'aller chercher sur le terrain des solutions qui marchent réellement et qui ne sont pas juste cosmétiques, qui ne sont pas juste lancées à grand renfort de politiciens ou de budget avec des banderoles, avec des cocktails, etc. Mais de trouver des solutions qui marchent. Par exemple, des solutions de terrain qui ont été bricolées par des gens qui vivent le problème par eux-mêmes et qui peuvent trouver les meilleures solutions qui marchent pour eux. Parce que parfois, très souvent, ce qui se passe, c'est que les organisations arrivent avec des solutions, des recettes. C'est très bien, on met des gros budgets. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein, ça peut marcher. Mais après, quelle est l'appropriation de ces solutions-là sur le terrain? Donc ça veut dire qu'il y a une démarche à faire pour aller chercher sur le terrain. Le souci, c'est que souvent, et ça je le constate dans le pays, on est dans une concurrence de l'attention. Donc, les entreprises qui ont les moyens de faire des relations presse, relations publiques, qui font des lancements, qui font des gros événements, ben, ils ont tendance à monopoliser l'attention, ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes humains, nous avons une économie de notre attention. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller au-delà et avoir un effort de compenser tout ça en allant au-delà et pas aller juste là où il y a cette économie de l'attention qui est majeure. Donc aller sur le terrain, aller chercher ce qu'on appelle le grassroots. Okay? Donc pour mettre en évidence ces solutions alternatives. Pourquoi c'est important? Parce que souvent dans le journalisme d'investigation climatique, le risque qu'il y a, c'est que les gens se désengagent. Ils disent, ouais, mais du coup, en fait, on est mal barré. Il n'y a pas de solution. On va mourir de toute façon, notre génération, nous, on va mourir, et puis nos enfants, ils vont vivre un coup, ils vont peut-être une génération encore, et puis après, ce sera la fin du monde. Donc, la montée des eaux, le changement climatique, il n'y aura plus rien à faire, ce sera le désert. Donc, tant qu'à faire, on vit. Puisqu'on nous dit ça tous les jours, tant qu'à faire, allons profiter de ce qu'on a aujourd'hui. Voyageons au maximum. Allons consommer au maximum. Parce que maximisons le peu de temps. C'est le principe économique. On maximise notre satisfaction.
Donc ça, c'est un risque si on ne fait que faire du journalisme climatique où on met en lumière que les problèmes. Donc avoir aussi compensé en montrant les solutions potentielles peut donner l'espoir. Et à ce moment-là, ça fait un levier pour que les gens prennent conscience et se disent ouais, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse un petit effort sur ma consommation d'énergie, sur mon nombre de déplacements, sur qu'est-ce que je consomme, est-ce que c'est un truc qui est localement produit ou pas, etc. etc. D'accord? Question? Alors, bien sûr, en fait, ça, ce qui me ramène à l'importance de la déontologie dans un contexte où les intérêts économiques sont puissants. On a bien vu, en fait, les grosses entreprises, souvent, et je crois qu'on va parler du greenwashing tout à l'heure, c'est que, en fait, au départ, c'était le climate denial, de dire ouais, mais c'est une invention de quelques bobos de gauche. Ensuite, de dire oui, ça existe, il y a le réchauffement climatique, mais ce n'est pas directement lié à l'activité humaine. Donc, on va pouvoir continuer nos activités humaines, économiques, parce que c'est ce qui crée de l'emploi, c'est ce qui crée de la valeur. Et puis ensuite, l'autre étape dans laquelle on se trouve, à mon sens, c'est on récupère. C'est-à-dire, on dit oui, effectivement, c'est une réalité, mais allons voir comment on peut en bénéficier. On en bénéficie à travers des crédits carbone, à travers des campagnes de com énormes pour dire qu'on fait de l'écologique, mais en fait, qu'est-ce que ça a de vraiment écologique quand on va récupérer? Donc, trouver la chaîne aussi. Parce que, par exemple, quand ils disent, voilà, on récupère des bouteilles de shampoing, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne fait que les récupérer? Vous connaissez peut-être l'histoire d'une ville qui était infestée de rats, et qui, je crois que je vous ai raconté ça il y a 2 semaines pour certains d'entre vous, désolée pour que vous entendiez cette histoire. Donc il a été infesté de rats, et le maire de la ville s'est dit, mince, mais comment on va faire pour s'en débarrasser? Et là, un petit gars qui dit, ah, j'ai une solution. On ne va pas pouvoir tuer tous les rats nous-mêmes, c'est impossible. On va motiver les gens pour qu'ils tuent les rats. Comme ça, tout le monde va être acteur de cette élimination de rats. Alors ils ont dit, ok, on va demander aux gens de nous ramener les queues de rats qui sont tués. On n'a pas besoin du rat, il faut qu'ils s'en débarrassent, parce que sinon on aurait trop de rats à stocker ou voilà. Donc ils vont s'en débarrasser, ils vont les tuer eux-mêmes. Vous nous ramenez les queues de rats, on va vous récompenser en argent. Génial, c'est top comme solution. Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est beau. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est bien, c'est intelligent parce qu'on décentralise, on permet aux gens d'être acteurs. Qu'est-ce que les gens ont fait, à votre avis? C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis à élever des rats et aller, à couper leur queue et la relâcher. L'argent. Et donc, résultat des courses, il y avait plus de rats qu'au départ. Donc, attention aux solutions qu'on nous propose. Parfois, les solutions sont pires. Toujours se poser la question. Toujours. Et toujours pas s'arrêter à la première question. Enchaîner, continuer sur le très long terme. Alors, donc, donc la déontologie, évidemment, elle est importante, ça, pas besoin de vous le rappeler. On va juste faire un petit topo très rapide sur des choses qui sont un petit peu fondamentales. Et je suis sûre que mes étudiants et ceux qui ont assisté à l'atelier la dernière fois reconnaissent ces diapos. Donc, des petites définitions. Donc, qu'est-ce que l'éthique? Bon, c'est en anglais, mais je trouve que c'est une belle définition. Donc, il dit en anglais, qu'est-ce que l'éthique? C'est un ensemble de concepts et de principes qui vont nous guider à savoir quels sont les comportements qui vont nous permettre de ne pas d'avoir des impacts négatifs sur les gens, sur les créatures qui ont des sentiments. Et il dit, attention, beaucoup de personnes pensent que l'éthique, c'est la même chose que de se comporter en accord avec les principes, les conventions sociales, ce qui n'est pas le cas. Il peut y avoir une correspondance, mais ce n'est pas une correspondance sociale. Les croyances religieuses, certainement dans certaines croyances religieuses, il y a du positif qui
qui va rejoindre l'éthique, mais ça n'est pas équivalent, pas strictement équivalent. Et la loi. Très souvent, les gens ont tendance à penser, ben, il y a les lois sont suffisantes. Les lois sont certainement absolument nécessaires, mais elles ne sont pas toujours suffisantes. Donc c'est vraiment essentiel. Donc là, ça vous a fait rigoler ce petit gars-là dans les inondations qui faisait un beau reportage sur les inondations à son endroit, sauf que, voilà. Alors, deux grandes écoles de pensée en déontologie. La première, c'est l'école conséquentialiste et la deuxième, déontologie. Qu'est-ce que c'est que la conséquentialiste et la déontologie? La conséquentialiste, c'est celle qui va se focaliser sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de mes actions? Est-ce que, par rapport au fait que je fais quelque chose qui n'est peut-être pas éthique, mais ça peut me permettre de faire un truc positif, le positif et le résultat net est beaucoup plus positif, donc à ce moment-là, on peut peut-être le faire. Donc, ça, si ça peut sauver une vie, par exemple. S'il faut mentir pour sauver une vie, c'est ce que, par exemple, la légitime défense relève du conséquentialisme. Dans l'absolu, on n'a pas le droit de tuer. Et l'école de pensée déontologique, donc la morale kantienne, c'est mentir est toujours un péché. Donc on n'a pas le droit de mentir, quel que soit. Même si ça peut avoir des conséquences positives. Évidemment, parfois, on peut être amené à avoir des accommodements. Par exemple, on peut avoir quand on s'appuie sur les lanceurs d'alerte, en fait, ces lanceurs d'alerte, ils sont souvent en contravention avec la loi du pays, ce qui est le cas Maurice. Un lanceur d'alerte, à part pour les crimes financiers, et là aussi, pas envers les journalistes, mais ils doivent aller à la FCC, donc la Financial Crime Commission, mais techniquement, un fonctionnaire qui donne des informations aux journalistes, il est en contravention avec la loi. Il y a la Official Secrets Act et le manuel du Civil Service. Ouais, parce que tous les fonctionnaires, quand ils sont recrutés à Maurice, on les fait signer une déclaration comme quoi je ne vais pas donner d'informations en dehors de, si je n'ai pas l'autorisation de mon supérieur, qui doit avoir l'autorisation de son supérieur, qui doit avoir l'autorisation de son supérieur, et tout y compris, jusqu'au secrétaire permanent. Ce qui veut dire qu'on verrouille l'information. Est-ce que vous avez des restrictions similaires dans vos pays respectifs? Pas excessivement. C'est comme ça. C'est comme ça. Personne ne le paraît parce que donc on verrouille l'information. Mais vous avez probablement des gens à l'intérieur qui vous donnent des informations, qui fuitent l'information. Si on sait les cultiver, ils vous fuitent l'information. C'est un art de pouvoir. Alors bon, ça je vais passer très rapidement là-dessus parce que je vais vous partager la documentation de toute manière. C'est extrait dans un livre, vous avez la référence en dessous, donc qui vous donne un petit topo sur les 7 péchés capitaux du journalisme, ce qu'ils appellent le 7 Deadly Sins. Je m'excuse, c'est en anglais, je n'ai pas eu le courage de mettre à la traduction de cette affaire-là. Donc c'est tout simplement mentir pour se représenter en disant par exemple, voilà, je suis un agent de police et je vais chez les gens et je leur demande des informations ou je leur fais croire. Ou ils croient eux-mêmes et je ne démentis pas. C'est arrivé, hein, j'ai déjà vu des cas comme ça où les gens croyaient que c'était un agent de police après un crime et la famille accueille le journaliste chez eux et donne accès à l'album familial, donne des informations intimes, etc. Et puis voilà. Ne donnons pas de conflit d'intérêt, on va vous expliquer, les biais qu'on peut avoir, la fabrication, c'est-à-dire on invente une histoire de toutes pièces, et je peux vous dire que même dans des très grands médias, même au New York Times, il y a eu des cas de fabrication comme ça, hein, des gens qui inventaient des choses, du vol, on va chez les gens, on rentre chez eux, on vole du matériel, du document pour alimenter son reportage. Burning Source, ça veut dire que quelqu'un nous a demandé, un lanceur d'alerte vous a demandé l'anonymat, la confidentialité, et vous avez révélé son identité par la suite. Ce qui veut dire que ça le met en danger.
Et le plagiat, bien sûr, ça c'est le péché capital, mais capital avec un grand C dans l'université, mais très courant. Alors, ça c'est une jolie formule, encore une fois, ceux qui étaient là dans l'atelier vont se rappeler de ça. Le fameux, et mes étudiants, j'arrête pas de leur marteler, c'est un petit acronyme que je trouve très utile. A plus B plus C plus D plus E égale F. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai essayé quand même de vous traduire le truc. Accuracy, en anglais, ça veut dire l'exactitude, la véracité de l'information. Est-ce que c'est quelque chose de vérifiable? Ça va du nom de la personne, des statistiques, des chiffres qu'on peut vérifier, des pourcentages qu'on peut vérifier, du nom d'un lieu. Ici. Donc là, c'est rechercher la réalité des faits sans distorsion. B stands for balance. Donc balance, ça veut dire équilibre. Donc équilibre, ça veut dire aller trouver toutes les sources potentielles majeures. Donc avoir toutes les versions de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'on appelle du both sides scissor en anglais. Qu'est-ce que c'est que le both sides scissor? Là, on a deux extrêmes, il faut absolument mettre ces deux extrêmes-là. Et on leur donne une place équivalente. C'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste qu'on a fait notre homework. Avant de publier notre reportage, on a été chercher les versions de tous ceux qui sont mis en cause. Okay? Même si après, on ne va pas leur donner autant d'espace que les autres. Parce qu'on estime qu'ils sont en train de nous raconter des bobards. Mais on a fait notre devoir d'aller chercher leur version. Ça, il faut faire attention à ça. Completeness, bien sûr, ne pas omettre des éléments importants. Parce que parfois, on voit des reportages où on a l'impression qu'il y a un trou. On ne nous a pas donné, bien sûr, vous connaissez les 5 W plus H. Ouais, who says what, why, how, qui a dit quoi, comment, pourquoi, qui a fait quoi, comment, pourquoi, quand, où. Ok. Ça, c'est essentiel. Et surtout, du point de vue du lecteur, de l'audience, quelle est l'information utile? Par exemple, on écrit parfois des reportages sur un truc qui a été lancé, on ne nous met pas le prix. Comment c'est accessible? Comment on fait pour y aller? Donc, c'est essentiel. Le détachement. Donc, justement, ce qui nous ramène à cette idée que l'objectivité pure n'existe pas, mais qu'il faut quand même essayer de tendre vers une idée d'objectivité. Donc, mais se détacher, c'est-à-dire ne pas être soi-même pris dans l'affaire, avoir une certaine indépendance d'esprit, d'objectivité relative, et surtout ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques aussi. Ça, c'est tout à fait essentiel. Maintenant, bien sûr, par rapport au journalisme d'advocacy, c'est tout à fait possible d'avoir un point de vue très marqué, un positionnement idéologique, sauf qu'on le dit clairement dès le départ. C'est balisé. Okay? De là vient toute la différence. Et bien sûr, les questions d'intégrité professionnelle, de confidentialité des sources, de respect de la vie privée, de respect de l'activité des gens, la transparence et la responsabilité. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que aussi, n'importe qui prendrait votre reportage doit pouvoir faire ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est-à-dire, s'ils vont vérifier ce que vous avez publié, est-ce qu'ils peuvent le vérifier? Donc, est-ce que c'est possible de retracer? C'est un peu la question de traçabilité, quelque part. Donc, dans le global, on va dire, l'idée, c'est d'informer pour protéger l'intérêt public, surtout en matière environnementale, bien sûr. Bon, le temps est passé. Donc, rigueur de l'enquête, bien sûr, là, ça suppose, bien sûr, qu'on ait une méthodologie pour le faire. Donc, une collecte systématique des données la plus exhaustive possible. Et quand je dis données, ça peut être des données factuelles, en termes de chiffres, en termes d'événements aussi, de calendrier des événements, de timeline. Parfois, dans les enquêtes, ça arrive qu'on ne suit pas le timeline. Et donc, ça peut être très utile de dire quel est le déroulement des choses pour qu'on puisse suivre le fil d'arrière. Bien sûr, le fact-checking, dont on va en parler demain avec des méthodes
spécifiques, par exemple ce qu'on appelle le truth sandwich, que je vous ai parlé, le sandwich de vérité que je vais vous expliquer demain. Et ça débouche sur ça, on va dire. Et donc ça suppose par exemple d'utiliser des bases de données scientifiques, des rapports institutionnels. Et en fait, souvent on est assez surpris de voir qu'il y a énormément, 5 minutes, 10 minutes, d'accord. En fait, il y a énormément de sources potentielles qui existent déjà. Il faut juste se donner la peine de les chercher et de les lire. Bon, bien sûr, parfois ce sont des rapports volumineux qui font une centaine de pages, mais maintenant, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde utilise les plateformes d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou Gemini. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réserves là-dessus, mais ce sont des outils qui sont utiles, si tant est qu'on les utilise de manière éthique. Tout à fait, d'accord ? Donc, là, ensuite, bien sûr, avoir toutes les preuves, les conserver, avoir une documentation qui permette justement d'avoir cette traçabilité. Et ensuite, bien sûr, appuyer tout cela par la consultation des experts, des climatologues, les économistes, les juristes, etc., pour comprendre les enjeux complexes. Mais la consultation d'experts, elle ne peut pas venir en amont. Pourquoi ? Parce que c'était le cas sur le terrain, ce qu'on va demander aux experts, c'est pas vraiment la vérité. Oui. Pour deux raisons. Premièrement, est-ce que si vous n'avez pas fait votre travail en amont, est-ce que vous allez savoir quelles questions poser? C'est ce dont vous parlez. Et deuxièmement, ça dépend. Il y a parfois des experts qui ont déjà un agenda, qui ont été récupérés, donc ils peuvent vous embêter. Donc ils vont vous diriger. Donc si vous allez sans faire votre homework, vous vous mettez en position de vulnérabilité vis-à-vis d'eux. Il est absolument essentiel de faire ce homework. Bien sûr, parfois les enjeux sont tellement complexes que c'est difficile de comprendre, mais il y a un effort à faire, à minima on va dire. Bien sûr, par la suite, on peut leur demander de clarifier les termes techniques, etc., si vous n'avez pas très bien compris. Mais on ne peut jamais démarrer une enquête en s'appuyant que sur des experts, en grande majorité, comme étape, comme pilier, on va dire. Ça doit venir en appui. Okay. Bien sûr, quand je vous dis ça, bien sûr, c'est pas chronologique, ça peut se faire en parallèle, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas démarrer juste par ça. Ça doit se faire avec le travail en donc, et bien sûr, une fois qu'on a fait tout notre travail de recherche, on peut décider que c'est pas publiable. Parce qu'on a évalué les risques et on trouve que c'est pas juste que c'est pas publiable pour le moment. Peut-être qu'il faut attendre un peu pour alimenter davantage, pour documenter davantage, pour avoir davantage de témoignages et pour se donner le temps de mieux comprendre. Bien sûr, souvent dans les rédactions, on n'a pas ce luxe-là. Vous avez le luxe de faire ça? Non, pas nécessairement. Mais c'est quelque chose qui peut se négocier au fur et à mesure. Et en fait, il y a une éducation à faire vis-à-vis de nos rédacteurs en chef et rédactrices en chef, quelque part. Il y en a qui rigolent. On a déjà eu cette discussion-là. Alors, l'utilisation des sources fiables, il y a plusieurs types de sources qu'on peut avoir, des sources primaires, donc là, on appelle les documents officiels, les études scientifiques publiées, les témoignages directs, ou les sources secondaires, c'est-à-dire les articles d'autres confrères qui ont déjà été publiés, ou des rapports de GFQ. Donc là, des critères qu'on va utiliser pour évaluer toute cette documentation, toutes ces sources-là, leurs compétences, d'où viennent-ils? Parfois, il y en a qui sont autoproclamés experts ou qui ont été proclamés experts aussi. Il y en a qui ont plusieurs casquettes. Le jour, ils sont défenseurs de la nature, le lendemain, ils sont en fait dans des organisations qui ne sont pas nécessairement en faveur de l'action positive pour le climat. Donc, bien savoir situer la compétence, leur indépendance, l'absence de conflit d'intérêts. Tout ça, ça se joue. Et surtout, toujours croiser les données. Ne jamais s'appuyer sur une seule source, que ce soit une seule source documentaire ou une seule source humaine. Idéalement, on doit avoir plusieurs sources documentaires et plusieurs sources humaines pour appuyer notre enquête. Donc,
Et bien sûr, on avait parlé des lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle les whistleblowers un peu plus tôt. Évidemment, pour la majorité d'entre eux, ils vont vous demander d'être protégés, de protéger leur anonymat. Donc, et de protéger les sources d'information. Ceci, vous avez besoin de protéger vos documents. Parce que par exemple, si vous avez une enquête communautaire qui vient sur vous et qui va diriger l'attention sur vous en raison des lois, du dispositif légal de votre pays, comme c'est le cas à Maurice, il faut savoir protéger sa documentation. Donc, on peut avoir plusieurs types de mesures techniques, par exemple, utiliser des messages encryptés, stockage sécurisé des documents, ça veut dire qu'on les protège avec des mots de passe, mais pas des mots de passe style le nom de mon chien, mais des mots de passe qui sont difficiles à... Et aussi la suppression des métadonnées des fichiers. Vous savez que quand vous avez des fichiers, il y a toujours des données qui vont... Dès que vous créez un document, il y a des données qui sont créées avec, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut examiner, soit en regardant les properties, soit en examinant pour les photos ce qu'on appelle les EXIF data. Vous connaissez ça, les EXIF data? Non? Parmi vous, il n'y a pas de photographe? Vous faites des photos? Amateur. Dans les photos, vous cherchez les EXIF data, vous allez voir à quel moment ça a été pris. Parfois, c'est dit aussi par qui. Et parfois, si on a mis la géolocalisation, on peut aussi déterminer le point où ça a été pris. Donc, par exemple, si on vous dit que ça a été pris dans tel endroit, et quand vous examinez les données EXIF, en fait, ça a été pris à un autre endroit, carrément. Et c'est de la désinformation qu'on veut vous servir. Et puis, mesures comportementales, éviter les rencontres dans les lieux surveillés, mais aussi être honnête, c'est-à-dire on ne doit pas promettre des choses qu'on ne peut pas garantir. Donc il faut être honnête. Je vais essayer au mieux de garantir votre sécurité, mais ça ne va pas avoir une sécurité totale. Et bien sûr, protection juridique, donc ça suppose connaître les lois locales sur la protection des sources. Malheureusement, si on avait plus de temps, on aurait pu faire un petit topo sur quelles sont les lois qui existent dans votre pays. Ça m'aurait vraiment intéressé. Je pense qu'on peut poursuivre la discussion plus tard, si vous le souhaitez, même par mail aussi, parce que c'est bien de comparer aussi, parce que parfois il faut faire du lobbying pour changer le cadre légal, c'est essentiel. Et bien sûr, on peut collaborer avec les organisations de défense de la liberté. En conclusion, parce que Jerry m'a signalé que vous avez quelques minutes, donc journaliste d'investigation climatique, c'est évidemment un levier essentiel pour la justice environnementale. Exige un équilibre entre rigueur professionnelle et protection des sources. Donc, en fait, ça peut être aussi un peu vu comme contradictoire. Vous avez des sources, mais vous ne voulez pas les montrer, et on vous dit il faut qu'il y ait de la transparence. Donc, on a dit que tout doit être, on peut pouvoir faire du reverse engineering. Bien sûr, il faut trouver un juste équilibre entre tout ça. Et en fait, bien sûr, vous devenez tous des acteurs clés de la transition écologique en faisant vos reportages sur les enjeux climatiques. Donc, je vais terminer sur les derniers slides. J'ai une petite minute. Okay. Donc, juste un petit slide avec quelques questions sur lesquelles je voudrais bien que vous réfléchissiez. Si vous avez un peu de temps, peut-être que ça peut vous donner lieu par la suite à des séances de discussion sur quelles sont vos expériences, ça je vous l'ai posé. Est-ce que vous avez des sujets ou des angles nouveaux que vous pourriez adopter, trouver et peut-être, moi je vous aurais encouragé, puisque vous êtes dans une zone où nous avons des enjeux un peu similaires, qui sont connectés les uns aux autres, en tout cas par l'océan. Est-ce qu'on peut avoir des collaborations potentielles à travers nos pays? Ça serait vachement intéressant, je trouve. Par exemple, pour chercher les connexions financières, mais aussi sur les politiques comparatives entre les différents pays, ou même, par exemple, quelqu'un m'avait parlé de ça hier, est-ce qu'il y a une mutualisation de ressources qui peut se faire, par exemple, si vous voulez avoir des reportages sur la zone maritime et qu'il vous faut un accès aux satellites, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que vos rédactions collaborent pour payer ce satellite pour avoir un zoom sur notre région et par la suite vous partagez les données? Ça serait vachement intéressant, par exemple.
Et bien sûr, ne nous voilons pas la face. Il y a toujours des difficultés qu'il faut juste savoir surmonter. Et c'est souvent à travers les collaborations qu'on peut surmonter ces difficultés. Et bien sûr, quels sont vos plans? Voilà. Puisque je suis arrivée au top de mon chronomètre et que j'ai impatiente, je vous mets la dernière diapo pour ceux qui veulent bien me contacter, qui auraient des questions à me poser par la suite. Et sur ce, je clôture la séance. Merci. C'est bon. Merci beaucoup, Christina. Juste, je dois m'installer si jamais il y a peut-être 2-3 questions, je me m'installe. On va prendre peut-être une ou deux questions avant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, s'il y a des questions, oui. Oui, pas oublier que je récupère par la suite. Oui. C'est sûr, quand tu dis de ne pas débuter par un expert. C'est-à-dire de ne pas s'appuyer de manière à 80% de mon reportage, ça commence par un expert. Parce que Oui, moi, seule fois. Je pense comme vous, je suis journaliste d'affaires, mais je touche quand même à beaucoup de sujets. Et pas très complexes, finance durable, pêche, des sujets que je ne connais pas avant de me plonger là-dedans. Et souvent, ça débute par une discussion avec quelqu'un. Ah non, tout à fait, ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Ça peut commencer parce que ça, c'est de l'éducation aux enjeux. Mais je veux dire, si c'est un sujet d'investigation, donc une enquête spécifique, où il y a un expert qui donne sa version sur des éléments très très spécifiques qui vont faire le nœud de l'enquête, les révélations par exemple, si on s'appuie que sur une personne, on s'expose par exemple à est-ce que cette personne-là par la suite va découvrir qu'il avait un agenda caché. C'est ce que je veux dire. Ça suppose pas qu'on suit des experts, hein, ça n'a rien à voir. C'est pour le nœud de l'enquête. Ouais. Donc ça suppose de supplémenter et surtout de façon homework. Et consulter un expert pour faire déblayer le terrain, ça fait partie du homework. Mais ça suppose aussi de consulter des documents soi-même pour confirmer ce qu'il me dit. Pour ne pas justement s'exposer à la manipulation. Soit volontaire aussi. Soit direct ou indirect. Quelqu'un d'autre a une question? Oui? Yes? Oui. Oui. Mais on l'a, c'est ça. C'est moi qui Dans mon vais te intervention hier, j'ai soulevé des points. Oui, dites-moi. Je vous écoute. Didier? Oui, il n'est pas dans ce que Didier, J'ai essayé de te faire. Je voulais pas interrompre le monsieur. Allez-y, je vous écoute. Le temps est 5. Non, hier, je disais dans mon intervention que j'ai posé plusieurs questions. Parmi, il y avait la question de voir un peu quelles sont. Peut-être qu'il faudrait voir dans un monde où il y a beaucoup d'informations et beaucoup de sources d'informations. Et aussi avec cette situation, le fait que quels seraient les meilleurs outils qui seraient beaucoup plus aptes pour les journalistes qui font leur travail, étant donné qu'il y a, vous savez, différents types de médias, etc. C'est qu'il y a lieu d'avoir aussi en sus des formations, des études qui permettraient de mettre tout ça en perpétuellement et que le Media Trust devrait avoir, enfin le Media Trust en Maurice, mais même au niveau régional et international, il devrait y avoir des institutions qui promeuvent ce genre d'exercice d'études. Quels seraient les meilleurs outils, pas que de com, mais sur beaucoup de choses dont vous pouvez, pour faire de sorte que ça devienne des réflexions régulières et qui permettraient, un peu comme ça se fait par exemple pour les médecins, que si vous n'avez pas une certaine heure de formation annuellement, que voilà.